avec notre duo de fin dont le débat va faire office aussi de conclusion avant la remise des prix des magazines. Je vais appeler à côté de moi Rolf Heinz, président de Prisma Media, et Denis Oliven, président du directoire de Lagardère Active. Messieurs, en piste, et merci d'être avec nous. Bonjour Rolf. Denis, je t'assure qu'à 20h, je serai à la radio. Denis Oliven est également mon patron, ce qui peut donner lieu et matière à réflexion à la notion de conflit d'intérêts dans un débat. Mais comme vous le savez, c'est plus un conflit d'intérêts. Vous jugerez sur pièce. Alors, on a travaillé toute la journée sur la question des modèles, on a parlé du numérique, on a parlé des marques, on s'est posé plein de questions, on a dit il faut y aller. On a parlé aussi de la question du pouvoir, c'est-à-dire que finalement, le numérique, on en aura moins peur quand les gens qui auront le pouvoir dans les organisations médiatiques seront des gens issus du digital et non plus des gens de la presse, entre guillemets, traditionnelle. Alors, aujourd'hui, on a cette chance de vous avoir tous les deux, pas dans un combat des chefs, parce que finalement, vous êtes assez complices l'un l'autre, mais on a organisé quelques petites surprises entre vous deux, c'est-à-dire que j'ai demandé à l'un de réfléchir à ce qu'il pourrait demander à l'autre, ou piquer à l'autre, et vice-versa. J'espère que vous y avez réfléchi et qu'on pourra faire cet échange un peu inattendu tout à l'heure. Je vais commencer par les nouvelles qui fâchent, mais moins 5% de diffusion payée pour la presse magazine en 2013. 2013 n'a pas été une très bonne année pour la presse magazine. C'est conjoncturel et en même temps, il y a quelque chose de structurel. Qui veut commenter ce chiffre? Denis ? D'abord, j'observerai que si je prends le premier trimestre 2014, en tout cas pour ce qui concerne Lagardère Active, on a vu une croissance de la diffusion de nos titres de presse d'un peu plus de 2%, auquel s'ajoute la croissance du digital qui est de 6% pour les titres directement issus des titres de presse, les sites, pardon, et de plus de 20% pour les pure players Internet. Ce qui ne tempère pas du tout ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai que ça prouve que l'analyse qu'on peut faire de nos évolutions est plus contrastée que ce qu'on dit traditionnellement. Et c'est lié d'une part au fait qu'on a augmenté nos prix pour la diffusion du papier, et d'autre part à une actualité, nous remercions le président de la République, qui nous a beaucoup servi. Mais c'est vrai que ça prend place sur le fond d'une transformation assez radicale de notre environnement, qu'il serait vain de nier, qui a évidemment des effets négatifs, chacun les voit, mais dont je pense aussi qu'il faut qu'on essaie de mesurer, on l'a vu dans la discussion qui a précédé, les effets positifs. Enfin, moi, en tout cas, je suis un optimiste impénitent, c'est-à-dire je considère, selon la formule célèbre, que toute contrainte est une opportunité et pas l'inverse. Et d'une certaine manière, on va devoir réinventer notre métier. Et évidemment, ça a quelque chose d'inquiétant, c'est une responsabilité écrasante, mais en même temps, ça a quelque chose d'enthousiasmant. Parce que, là, je reviens sur ce qui vient d'être dit, j'en suis totalement persuadé, le métier de la presse, c'est-à-dire l'information, le fait d'éclairer, de nourrir la curiosité du public à travers la lecture, ce métier-là, fait par des journalistes de qualité qui ont des angles et des points de vue originaux, ce métier-là a un immense avenir devant lui. En revanche, la façon dont il s'exprime va se transformer et nous, il faut que nous accompagnions cette transformation. Et d'une certaine manière, on peut dire que, disons que de Théophraste, Renaudot jusqu'à nous, les gens qui faisaient le métier de la presse faisaient à peu près le métier, ils ont le même métier, ils ont été très innovants, ils ont inventé des formats, mais ils faisaient à peu près le même métier. Et nous avons la charge de notre génération, c'est d'inventer une façon nouvelle de le faire. C'est inquiétant, je le redis, c'est extrêmement enthousiasmant parce que, on y reviendra sans doute, il y a plusieurs façons maintenant d'exprimer ces contenus, de toucher nos consommateurs, nos lecteurs, et cette révolution touche l'ensemble des compartiments du jeu, mais peut-être qu'on y reviendra. Rolf, sur les moins 5% de 2013, j'imagine que tu t'associes à ce qu'a dit Denis. En même temps, il y a beaucoup d'optimisme dans ce qu'a dit Denis. Il a des super chiffres début 2014, mais est-ce qu'il y avait d'ailleurs dedans, ces chiffres tiennent
pas compte des activités CD et des titres CD, évidemment. Ils sont nets de ces titres CD. Ils sont nets de ces titres CD. Ils sont sans doute nets de ces titres CD, oui. Bon, c'est important de le souligner. Rolf, ça ne changerait pas radicalement la donne parce que, je le rappelle, nous avons cédé 10 titres qui sont tous de très beaux titres dans une stratégie de concentration sur nos vaisseaux amiraux, mais ces titres qui étaient la moitié de notre portefeuille représentaient 10% de notre chiffre d'affaires. Donc la trajectoire de ces titres n'a pas modifié radicalement les chiffres que je vous donne. D'accord. Rolf, un regard aussi sur l'état de la presse magazine au niveau européen, parce que tu es un peu plus européen que nous tous, et tant mieux. Sur cette année 2013 décevante, et puis sur le comportement des titres magazines européens. Bonsoir. J'aimerais ajouter d'abord un mot par rapport au moins 5 et en fait toute la discussion sur la diffusion, parce que je pense qu'on se concentre là sur une petite partie de ce qui est aujourd'hui notre réalité. En fait, le critère important pour nous aujourd'hui, alors qu'on a vraiment diversifié nos contenus et nos supports et nos canaux, c'est l'audience globale. Et c'est l'audience globale dans un long terme. Et si je regarde les chiffres là, on voit une formidable croissance pour notre métier. Et je prends les chiffres du groupe Prisma Media. On était dans les meilleures années de vente de la presse magazine aux environs de 30 millions d'audience globale. Nous sommes aujourd'hui au-dessus de 34 millions, donc une formidable croissance, et avec une croissance exponentielle sur les supports digitaux, les sites, les mobiles, tablettes, etc. En ce qui concerne les ventes et le benchmark avec l'international, en fait, le moins 5% de l'année dernière en France, il est totalement en ligne avec le développement actuel en Allemagne. Il est mieux que le développement dans les pays de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne. Et si pendant un certain temps, le marché allemand s'est comporté mieux en termes de développement publicitaire sur le print et de diffusion, en ce moment, il y a un alignement sur le développement aussi en termes du marché publicitaire pour notre métier. Et je pense qu'il faut simplement le savoir, faire les comptes, c'est le développement dans cette transformation structurelle du marché. Alors, on a parlé des titres qu'avait cédé Lagardère. Est-ce que c'est envisageable chez Prisma? Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait recentrage, cession stratégique? Ça pourrait arriver chez Prisma ou pas? Alors, tous les 2 mois, il y a des personnes qui m'appellent, des intermédiaires, des gens de la profession, des banquiers, etc., et qui me demandent si j'étais intéressé à vendre VSD ou un autre titre, etc. Et la réponse est toujours la même, c'est toujours non. Je suis en réunion. Pardon? Je suis en réunion. C'est ce qu'on dit. Hein, c'est toujours non, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Pourquoi pas? D'abord, nous avons 15 marques fortes, voire très fortes. C'est-à-dire, déjà, Prisma, nous ne sommes pas dans la situation, par exemple, de Sanoma en Hollande, qui vend aussi une quinzaine ou vingtaine de marques. Bon, si on avait comme Sanoma 50 marques dans le portefeuille, peut-être, on aurait aussi cette stratégie. Mais nous avons 15 marques qui sont fortes, qui sont toutes rentables, voire très rentables, avec 2-3 exceptions qui sont en équilibre, mais avec un clair développement, comme Néon, que nous avons lancé il y a 2 ans, et un clair potentiel de devenir rentable, et aussi avec un potentiel sur le digital. La stratégie du groupe n'est donc pas de recentrer le portefeuille de marques ou de le réduire, mais de faire levier sur la puissance de nos marques, sur leur puissance en termes d'audience, de rayonnement, de crédibilité, mais bien sûr aussi en termes de contenu et de savoir-faire des équipes, et d'expandre sur cette base-là.
en capitalisant sur nos marques dans tous les supports, sur tous les métiers, c'est-à-dire dans print et dans digital, mobile, tablette, web, etc. Donc l'heure est au développement, enfin si je décrypte un peu ce que... Absolument, ce que tu me dis. un des exemples phares est Géo. Nous avons lancé 5 nouveaux magazines les dernières années, une plateforme, un agrégateur de blogs, une photocommunauté. Bon, vous avez fait plein de choses. Voilà. Sur la rentabilité, comment vous l'appréciez ? Est-ce que vous appréciez maintenant la rentabilité d'un titre magazine sur ses deux jambes, c'est-à-dire digital, papier ? Est-ce que vous avez une vision globale du magazine en fonction de ce qu'il donne dans le papier et le digital, et vous faites une vision globale, ou est-ce que vous séparez l'analyse de la rentabilité avec d'un côté secteur digital et de l'autre côté les marques de magazines traditionnelles ? Denis ? Je reviens sur le point précédent parce qu'il explique, c'est la réponse à ta question, et tout part et tout revient à ça. On sait qu'on a des actifs majeurs qui sont des éléments majeurs dans nos titres de presse, qui sont leurs marques, on l'a dit, la puissance de leurs marques, qui sont l'audience déjà constituée, on vient de le dire, et qui sont, j'aurais pu commencer par là, la qualité, l'exigence de leur contenu produit par des rédactions de haut niveau. Et on sait aussi, ça c'est nos forces, et on sait aussi qu'on a d'autre part désormais une série de points sur lesquels vont s'exprimer ces forces. Le papier, on l'a dit, et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur la centralité du papier, encore pour de longues années. L'ensemble des possibilités qu'offre le digital, le web, le mobile, les réseaux sociaux, c'est un deuxième élément. Et puis tout ce qui est hors média. J'ai lu récemment, j'ai été frappé, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, l'interview absolument remarquable du patron du Guardian dans Libération, tout chaud, tout frais et moulu avec de son Pulitzer, et qui se faisait interpeller par les équipes de Libé parce qu'ils trouvaient que l'expression « faire un flore moderne » utilisée par leur actionnaire était vraiment épouvantable. Et contre toute attente, le type du Guardian a dit « c'est peut-être pas la bonne expression ». Mais ce qui est certain, c'est que la façon dont nous allons entretenir des relations avec les gens qui s'intéressent à ce que nous produisons va radicalement changer, et pas seulement par le digital, mais aussi par les contacts physiques. Et la révolution, dit-il, lui, qui est le summum du sommet du journalisme chic et de qualité, le métier du journaliste va aussi se transformer de ce point de vue, parce que nous sommes des intermédiaires d'information, nous sommes des producteurs d'information, mais nous allons devoir entrer en contact avec ceux qui s'intéressent à ce que nous produisons d'une autre manière. Et d'ailleurs, nous intéresser aussi à ce que eux produisent. Ce long détour pour répondre à ta question. Celle de la rentabilité. Oui, parce que c'est tout ça désormais, la presse ou un magazine. Un magazine, c'est plus seulement du papier. C'est autour de sa fonction centrale de production d'informations toute une série de contacts avec les lecteurs et toute une série de supports offerts à ces annonceurs. Donc évidemment, on doit regarder chacun des compartiments du jeu pour être sûr de ne pas faire de bêtises en termes de développement. Mais la rentabilité, elle va s'apprécier globalement. Et quand on disait tout à l'heure qu'on observe une certaine décroissance, qui peut être relative d'ailleurs du print, ça doit être mise en regard du fait que croissent par ailleurs d'autres sources d'audience ou de revenus. Et donc, on pourrait faire des choix non rationnels en regardant séparément chacune de ces activités, alors que désormais, il faut les penser globalement. Et on est au tout début. Lisez cette interview du gars du Guardian, parce qu'on sait que la révolution a touché nos supports, on sait que la révolution a touché nos régies, mais ce que lui dit, c'est que la révolution touche aussi le métier de journaliste. Et on est au début de cette révolution, et nous, il faut qu'on l'accompagne. Et donc la rentabilité, elle s'apprécie globalement. Elle s'apprécie globalement aussi chez Prisma, c'est-à-dire que bon, bah voilà, et c'est plus un titre papier, c'est la marque réunissant numérique et papier. Si on doit pricer le titre. Alors, très sincèrement sur la question technique, nous avons un regard tout de même sur la rentabilité de chaque produit. Au niveau de la marge directe du produit, en tenant compte, bien évidemment, des impacts positifs et des synergies qu'il y a et qu'il y aura pour les autres produits de la marque.
Et donc, dans un premier temps, la marque, et dans un deuxième temps, quand même, une évaluation par produit. Alors, on a parlé de la transformation des modèles, de la façon d'apprécier la valeur de ces titres. Cette transformation, elle n'est pas finie. On voit bien que créer de la valeur avec le digital, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Que la valeur créée par le papier, on a vu l'année 2013, et même si les premiers signes pour 2014 sont positifs chez Lagardère, ce n'est pas tendanciellement évident. Il n'y a pas de transformation des modèles sans transformation des cultures d'entreprise et du management et de l'évolution du management. L'actualité nous sert aujourd'hui puisqu'on a un départ de son poste de responsabilité de Nathalie Nougaret du Monde, et c'est une question envoyée par message sur nos écrans qui dit finalement c'est assez dur de transformer un média aujourd'hui pour un manager de presse. Vous l'êtes tous les deux, est-ce que vous souscrivez ? Je trouve pas que ce soit tellement plus dur que de transformer tout organisme, toute entreprise, tout ensemble collectif confronté à une révolution assez considérable de son environnement. Alors peut-être qu'on serait en attente, notamment des journalistes qui portent un regard critique sur le monde entier et qui sont normalement surinformés, on serait en attente de leur part d'une lucidité supérieure. Mais non, je veux dire, je trouve pas que le sujet soit radicalement différent. Mais les problèmes sont de même nature que toute transformation d'entreprise et requièrent les mêmes méthodes, si j'ose dire. C'est-à-dire, il faut que chacun ait conscience. Il faut partager le diagnostic et aussi partager les solutions de la transformation. Et moyennant quoi, on voit tout autant aussi. Si on regarde autour de nous la manière dont se transforment les groupes de presse, on voit que progressivement, ils le font. Donc oui, bien sûr, il y a des réticences, des résistances, des difficultés. Elles ne sont pas plus grandes qu'ailleurs, simplement elles sont plus exposées qu'ailleurs. C'est-à-dire que la moindre démission dans un journal est tout à fait visible, ça ne serait pas le cas dans d'autres secteurs. Mais en dehors de ça, je trouve, moi, qui est l'expérience d'autres entreprises soumises à transformation, qu'il y a plutôt une capacité de la presse à se transformer compte tenu de la radicalité de la révolution qui la touche. Rolf, même question, hein, oui. Libération récemment, c'est pas de la presse magazine, mais enfin ça reste de la presse. Le Monde aujourd'hui, tout n'a pas toujours été facile en matière de conduite de changement chez Prisma. Hein. J'ai le souvenir d'un déménagement qui s'est fait... pas complètement dans le bonheur. Le management de la presse actuellement, avec le numérique d'un côté et les problèmes du management classique que posait Denis, c'est pas facile. Comment on les emmène ? Je pense qu'il y a 3 éléments clés pour le succès et pour la réussite d'une entreprise, et surtout dans une période de transformation, qui sont des éléments communs à toutes les industries. C'est d'abord, et pas d'abord en termes de priorité, parce que les 3 sont vraiment importants. C'est bien sûr la stratégie, la pertinence de la stratégie et l'excellence qu'on a dans sa mise en œuvre. C'est deuxièmement la culture d'entreprise. Ça veut dire quoi, en fait ? L'engagement, l'adhésion des équipes à la stratégie, mais de façon cohérente, donc il y ait une culture partagée, des valeurs partagées. Et c'est ça ce qui est vraiment important et un challenge clé dans un moment de transformation dans lequel il y a une énorme diversification des métiers, des business, des compétences, un groupe donc qui change avec l'industrie aussi en termes d'identité, se transforme. Et donc quel est le dénominateur commun de ces gens qui sont au sein de ce groupe-là ? Quels sont les comportements managériaux, quels sont les critères de choix. Voilà, donc un challenge majeur, effectivement, de fonder et de renforcer une culture d'entreprise au travers laquelle l'engagement, l'adhésion des salariés et des équipes va être renforcé. Troisième élément, le développement des compétences, qui est important, avoir les meilleures équipes, tout simplement. Parce qu'à la fin, c'est les femmes et les hommes qui font la différence. C'est ceux qui vont avoir les meilleures équipes qui vont l'emporter. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que vous avez fait allusion à Prisma Media, et on est vraiment dans un process long terme
de transformation de groupe, d'un artisan, on pourrait dire artisan de la presse magazine, appelé Prisma Presse. À l'époque, il faisait simplement 10 magazines d'énormes succès et des produits dérivés, à un groupe plurimédia qui aujourd'hui, comme centre, n'a plus le magazine, le papier imprimé, mais à la création de concepts éditoriaux, la création de contenus sur tous les supports, avec toutes les implications aussi en termes de ressources humaines, en termes d'activité, etc. Et donc, nous avons fait un travail important, en fait, en ce qui concerne les équipes, en termes de internalisation de compétences clés du digital, au travers des embauches, au travers des acquisitions de start-up ou de prise de participation sur tous les domaines, mais aussi au travers des formations, bien sûr, sur tous les domaines. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un tiers de nos journalistes, nous avons 450 journalistes dans le groupe, un tiers de nos journalistes aujourd'hui travaillent également sur les supports digitaux. Ils ont fait en moyenne 35 heures de formation la dernière année sur tous les divers métiers, vidéo, SEO, communauté, etc., etc. Bon, il y a 5 ans, quand je suis arrivé en France, c'était 5 à 10% des journalistes donc qui étaient sur digital. Digitalisation des métiers. Est-ce que je peux juste ajouter un élément? Non, mais je voudrais ajouter, réfléchissant a posteriori à ta question avec l'esprit d'escalier qui est le mien. Au fond, la seule vraie différence par rapport à d'autres secteurs que j'ai connus, c'est que quand il n'y a pas d'incertitude sur le chemin à parcourir, c'est plus facile que quand il y a une incertitude. Or, il y a pour la presse une incertitude. Père, tout le monde dit on n'a pas la recette magique. Et en fait, notre avenir, même si on voit très bien que notre fonction sociale va perdurer, que ce que nous fabriquons sera toujours utile, on a encore des incertitudes sur la manière dont... Et ça, c'est une source d'inquiétude pour le collectif de travail qui est un groupe de presse. Parce qu'on ne peut pas dire avec précision aux gens, voilà, on est au point A, on va arriver au point B et ça va prendre tel temps. On peut donner des pistes d'indication, on peut partager une certitude, mais c'est vrai qu'il y a sur le cheminement encore des perplexités, et cette perplexité peut être une source d'inquiétude. Donc ce qui est important, ce qui est important, c'est de faire en sorte que chacun se sente embarqué dans cette aventure-là positivement. C'est que chacun comprenne que bien sûr les choses vont changer, mais que sa contribution est possible dans l'univers de demain. Et je vois, moi, à l'aune de la transformation qu'on est en train d'accomplir dans la garde active, qui est considérable, tout simplement parce que c'est une transformation qui doit répondre à la transformation de notre environnement. Cette transformation se fait, je ne dirais pas qu'elle se fait facilement, mais vous avez vu qu'on a procédé à une réorganisation, vous avez vu qu'on a cédé des titres, et on a fait ça dans un calme social relatif. On a obtenu le vote, l'approbation pour toute une série d'accords de nos partenaires sociaux, et on l'a fait parce qu'on essaye de partager avec le corps social de l'entreprise l'objectif que nous poursuivons, le chemin que nous prenons, y compris avec ces incertitudes, et nous essayons de trouver pour chacun une place dans l'avenir que nous sommes en train de construire. Rolf, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais ajouter à ce que tu dis, Denis. En fait, puisqu'il y a une incertitude, je pense que ce qui est important dans cette période, c'est de définir et de dire clairement ce qui va changer, ce qui change, ce qui va changer, et ce qui ne va pas changer. Et donc très concrètement, je peux faire l'exemple là. Ce qui va changer, c'est assez facile. Les certitudes sur ce qui va rester stable, c'est une autre paire de manches. Oui, alors on pourrait dire ce qui va pas changer, c'est que l'évolution va continuer. Le fait que le changement va se pérenniser, ça va pas aider. Attention. Donc on va dire. Je pense que ce qui est important, c'est quand même, quel est l'ADN du groupe, quelle est la stratégie, et en fonction de ça, on peut dire pour le groupe Prisma Media par exemple, ce qui ne va pas changer, c'est l'âme journalistique du groupe. Nous restons comme cœur de métier dans l'éditorial, dans le journalisme et dans la monétisation des contenus. Ce qui ne va pas changer, c'est également l'âme entrepreneuriale et c'est également le focus et l'attention pour le client qui a toujours était quelque chose qui a distingué et qui a caractérisé Prisma. Donc, il y a des éléments communs avec l'histoire et la culture du groupe.
au travers lesquels, je pense, les équipes et les managers, les rédacteurs peuvent se rallier, qui donnent une partie de certitude. Denis évoquait l'anxiété sur le chemin en disant que il y avait des choses qui n'étaient pas toujours faciles à maîtriser ou des anxiétés qui n'étaient pas toujours faciles à atténuer. Une grosse source d'anxiété, et ça a été d'ailleurs la conclusion tout à l'heure de la table ronde précédente, c'est Google. Comment on peut faire des plans avec un acteur de ce type-là qui, pour certains, est un facteur plus que d'anxiété, de frayeur, puisque j'ai lu la tribune, comme vous, j'imagine, du patron d'Axel Springer qui disait « Oui, j'avoue, j'ai peur de Google ». Alors derrière, il est actif, il veut dire des choses. Je voudrais savoir si vous avez peur, si vous partagez cette peur, ou si finalement il faut aller au-delà, sachant que c'est l'actu. Moi, je crois qu'on a un vrai problème, qui est un vrai problème de notre profession à l'échelle mondiale, et qui par ailleurs est un vrai problème du continent européen, toutes professions confondues. C'est vrai que le continent européen a laissé passer d'une certaine manière la première étape d'Internet. Il y a 4 géants des écosystèmes, disons, du monde numérique, que sont Google, Facebook, Apple, Amazon. Aucun d'entre eux n'est européen et chacun dispose, sur l'univers qui est le sien, d'une position ultra dominante. Et donc, selon qu'il abuse ou pas de sa position dominante, le visage, en tout cas de notre continent et de notre profession, sera changé. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est de faire en sorte, c'est pas du tout un combat contre ces acteurs dominants, parce qu'ils ont réussi cela par leur talent, par leur mérite, par leurs innovations. Mais dans ce secteur, comme dans tous les secteurs, sauf que sur le numérique, on n'en a pas forcément conscience, il faut que les positions dominantes, que les acteurs qui occupent des positions dominantes soient retenus d'en faire un usage abusif et de détruire d'une manière déloyale leurs concurrents. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas accepter que ces géants détruisent directement certains de leurs acteurs sur des activités de service ou détournent leur création de valeur. Et c'est un combat qui va commencer maintenant. On a été jusqu'à présent naïf. Il va falloir qu'on change de registre et c'est ce qui est en train de se faire. Je pense, parce que c'est toute l'histoire économique du siècle et demi passé, je pense que ça va se réguler. Parce que c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas d'économie de marché efficace si elle n'est pas régulée, notamment du point de vue de la concurrence. Mais c'est vrai qu'une concurrence déloyale du point de vue des règles fiscales ou du point de vue des règles de compétition ne peut pas prospérer. Donc on a devant nous, les entreprises européennes ou les gouvernements et les autorités de régulation européennes, et c'est vrai en particulier pour la presse, un combat à conduire sur l'issue duquel je suis naturellement optimiste par simplement le regard qu'on peut porter sur les décennies passées. Rolf, c'est une quête, c'est un combat commun, là, pour le coup, vous êtes tous unis. Alors, sur le fond, je m'associe absolument à tout ce que Denis a dit. Maintenant, j'aime aussi avoir un autre regard sur Google. Je vais juste ajouter quelque chose, un élément. Parce qu'on peut, bien sûr, on peut se plaindre et on peut critiquer, et c'est légitime, les distorsions de concurrence. Et il y en a. Si je prends un autre exemple, je prends l'occasion, en France, les plus de 400 millions d'aides publiques pour les quotidiens, la presse, IPG, etc., c'est une énorme distorsion, et ça sans compter les aides aux tarifs postaux. C'est une énorme distorsion quand même de concurrence dans le marché de la presse en France. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, sur Google, ce que nous avons fait les dernières années, parce qu'il faut faire avec aussi, c'est regarder quelle est la recette en fait que ces players appliquent dans le monde digital, et c'est très banal à la fin, parce qu'il y a 5 ans, on a parlé tout à l'heure du métier du point de vue économique et de l'avenir. Il y a 5 ans, sur le digital, tout le monde disait que les marques de presse n'avaient pas de modèle de business ou de rentabilité.
Donc, nous avons regardé, en fait, la recette très simple. C'est un asset technologique très fort, dans ce cas-là, un algorithme. C'est une audience qui, dans ce cas-là, est quasi monopoliste, donc énorme. Et c'est un coût de production de contenu zéro. Comment est-ce qu'on peut prendre modèle de ces recettes ou de ces critères de succès clés dans le monde digital? J'ajouterai un quatrième qui est celui de pouvoir créer un lien très fort avec l'utilisateur, de faire en quelque sorte une espèce de lock-in friendly, donc qu'il ne veuille plus te quitter. Ça, c'est Apple qui a réussi à le faire avec son écosystème. Nous avons appliqué ça exactement à Télé-Loisirs. Alors, comme exemple, sans, bien sûr, abuser de position dominante ou dans la concurrence. Nous avons appliqué ça, c'est-à-dire nous avons essayé d'avoir toujours un coup d'avance en termes de technologie. Sur l'appli, par exemple, la première appli qui était aussi une télécommande. Nous avons atteint aussi au travers de la puissance de la marque et de l'audience, une audience qui, sur le mobile, par exemple, sur l'appli va au-delà de Facebook même, et sur les vidéonautes aujourd'hui est mieux que celle de M6 et de Yahoo, pour donner deux autres exemples. Et nous avons fait tout ça avec un investissement, oui, là où ça avait un sens, dans le contenu éditorial, mais avec une partie du produit cœur, le flux d'informations télé, indispensable pour l'utilisateur, mais à coût extrêmement bas. Voilà, donc je pense que, juste pour ajouter un élément, parce que le débat contre Google, on verra comment on peut le mener. Je ne sais pas, David, si tu as lu aussi la réponse de Almunia à la tribune, à ce qu'a écrit Topfna. En fait, chaque semaine, donc tous les 2-3 jours, je découvre la réponse de la réponse, parce que ça fait quelques semaines que ce débat est en cours et c'est très intéressant. Mais c'est plus un débat, c'est un combat. C'est un combat et il faudra bien choisir, par contre. Il n'y a plus de débat, là. Il faudra choisir l'angle du combat et l'objectif. Et c'est pas un combat, en fait. C'est la comparaison qui me vient à l'esprit, celle qui est la plus parlante, c'est... En fait, la question, c'est est-ce que vous pouvez être à la fois le tuyau par lequel passe 95% du trafic et fabriquer concurremment des services vers lesquels vous orientez ce trafic au détriment des acteurs qui ne sont pas vous. C'est comme si, pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde, c'est comme s'il y avait une entreprise de grande distribution, Carrefour disons, qui avait 95% des grandes surfaces en France et qui disait, à partir de maintenant, les pâtes Carrefour, les yaourts Carrefour, les confitures Carrefour vont être devant. Elles seront dans les premiers linéaires. Et puis les autres, celles de Danone, seront derrière, au fond à gauche, dans le meilleur des cas, si on les voit. Tout le monde dirait, c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a quelques années, quand Microsoft a voulu exclure les fabricants de logiciels avec son système d'exploitation, en abusant de sa position dominante, elle a été violemment sanctionnée par la Commission européenne. On avait laissé Microsoft se développer, et puis un beau jour, la Commission européenne a dit stop. Elle a interdit à Microsoft de faire cela, elle a assorti cette interdiction d'une amende énorme, et la question s'est réglée. Et Microsoft n'a pas disparu, et Microsoft n'a pas été pénalisé. Simplement, on a créé des conditions d'une concurrence loyale. C'est tout. Et c'est ça le sujet. C'est pour ça que c'est pas du tout contre Google. Une fois encore, moi j'admire Google. C'est simplement, il faut qu'un certain nombre de règles du jeu soient respectées pour que Google n'utilise pas la position qu'il a prise sur la recherche, la search, afin de développer des services ou de détourner des revenus que d'autres acteurs du marché ont créés. C'est tout. Et cette règle est la règle dans l'économie physique, dans l'univers physique, c'est la règle depuis le combat contre les monopoles fait partie de nos règles de droit et de nos économies depuis toujours, enfin en tout cas depuis de très longues années. C'est simplement l'application de ça à l'univers numérique. Par ailleurs, ça ne nous empêche pas, et ça nous oblige à être, comme tu l'as dit, comme nous le sommes, nous, sur une série de secteurs, sinon on n'aurait pas 20% de croissance sur le numérique, ou si sur nos sites de presse,
d'être innovant, d'aller au-devant de la demande du consommateur, enfin de jouer les règles du jeu comme il faut les jouer. Alors justement, tu parles d'innovation. C'est quoi l'innovation aujourd'hui en matière de presse magazine ? Il y a un message qui dit trop de lancements ou pas assez. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un lancement d'un nouveau magazine, on dit comment ils osent lancer un magazine. Il y a des succès. C'est pas Xavier Romatet qui me détrompera, comme Vanity Fair, mais qu'est-ce que c'est que l'innovation aujourd'hui ? C'est 4% de la diffusion. C'est des nouveaux titres chaque année en France. C'est pas grand-chose. Comment on innove en presse magazine ? Est-ce qu'on innove encore ? Est-ce que c'est possible ? Et est-ce que c'est d'ailleurs est-ce que ça reste votre préoccupation de rester innovant dans ces marques de presse magazine ? Bon, Rolf, tu as parlé de télé-loisirs, mais bon, chez Denis, on y reviendra. Mais... Oui, mais innovation, alors, c'est une priorité absolue pour nous, et je pense qu'aujourd'hui, alors, nous avons une double opportunité, je pense, une énorme opportunité d'inventer un nouveau média de 2 points de vue. Alors, d'abord, en termes de contenu, parce qu'il y a énormément de choses que nous voyons émergentes dans le monde digital. Je prends l'exemple de l'actualité au travers du storytelling que fait Vice, au travers plusieurs médias. Je prends l'exemple du data journalisme, du journalisme d'explication ou de pédagogie au travers des questions-réponses, telles que fait Vox. Je prends un autre exemple, celui du journalisme un peu viral, divertissant, de Buzz Vidéo, au travers les vidéos, BuzzFeed. Donc, tout ça, bien sûr, ça nous inspire et ça nous challenge aussi, parce que c'est des jeunes entreprises et c'est des jeunes journalistes et des jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est le premier axe sur le contenu. Deuxième axe, deuxième dimension, le contenant même, c'est-à-dire le média même. Aujourd'hui, on est ici sous le titre « Journée de la presse magazine ». Je ne pense pas que dans quelques années, cette journée s'appellera « Journée de la presse magazine ». Parce que je pense que essentiellement, ce qui se passe là, c'est que nous allons envers un nouveau genre de médias, puisque nous sommes des créateurs de contenu, concepts éditoriaux, qui va avoir, oui, un âme de magazine, un produit avec un début, une fin. Ça va pas être journée des ex-magazines, quand même. Non, mais qui va intégrer beaucoup d'autres choses, qui va combiner dans un seul produit. C'est pourquoi je parle de médias hybrides. Plusieurs médias. Bien évidemment, du texte, de la photo, de la vidéo, mais aussi du jeu, mais aussi l'interaction, la communauté. Le commerce, si c'est dans un domaine, dans un secteur où l'utilisateur est intéressé d'avoir le tout en un, parce que bien évidemment, tout ça, c'est pas arbitraire, mais c'est sur la base de ce que le lecteur, utilisateur, consommateur s'attend d'un nouveau média de l'avenir. Et donc, en fait, c'est ça aujourd'hui ce qui me passionne, la création, l'invention d'un nouveau média d'avenir dont on ne sait pas encore aujourd'hui comment on va l'appeler. Denis, l'innovation... est-ce que les magazines peuvent encore innover ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres lancements de magazines, de ta chapelle ou pas d'ailleurs ? Nous, dans le processus actuel de transformation, de réinvention de la Gardère active, comme on l'a appelé, pour en marquer l'ambition, l'innovation est un des éléments clés de notre projet. Et l'innovation dans les magazines, ça n'est pas simplement, même si ça existe encore, la création de nouveaux magazines papier, on le fait. Des exemples qui ne sont pas aussi prestigieux que Vanity Fair, mais par exemple, vous savez qu'on est en joint venture, les éditeurs des magazines Disney, et qu'on vient de créer un petit magazine qui a eu un très grand succès à sa mesure, autour de Violetta, qui est cette série créée par Disney en Amérique latine et qui est devenue un succès mondial touchant une catégorie particulière de jeunes filles. Donc c'est pas simplement la création de magazines. Je pense l'innovation, c'est le fait de créer des choses dans le nouvel écosystème qui est le nôtre. Je vais prendre l'exemple de Elle, parce qu'il est le plus marquant. Mais si je prends les derniers mois, Elle, qui est donc l'immense magazine que vous savez, mondialement présent, enfin on a donné la licence, on est les propriétaires de notre marque, elle est opérée à l'étranger par d'autres que nous, mais c'est nous qui sommes encore
les propriétaires de cette marque et qui pilotons, si j'ose dire, son développement international. Elle, ses innovations, c'est l'ouverture de nouveaux pays, c'est éventuellement l'ouverture dans ces pays de nouveaux formats, mais c'est aussi, à côté du print, le développement de nouvelles offres numériques. Par exemple, on a créé il y a quelques mois, ou peut-être un peu plus d'une année, le Daily, qui était un des éléments du site Elle. C'est le développement, je le disais tout à l'heure, du rapport physique avec nos lecteurs. Elle a créé il y a 3 ans maintenant, mais ça a pris un essor considérable cette année, un forum qui s'appelle Elle Active, qui est tout à fait original et qui permet de créer à la fois des débats autour des femmes et du travail, mais toute une série d'ateliers de travail avec celle-ci qui a remporté un grand succès. On va créer, ça c'est l'autre département, la licence de marque. On va ouvrir à Paris pour que ça serve de vitrine et développer dans le monde des Elle Cafés. Donc l'innovation, elle est partout. Et elle vise soit à défendre, nourrir, augmenter encore la puissance de la marque, soit à trouver d'autres manières de mettre les lecteurs en relation avec les contenus, soit, tout ça pouvant être cumulé, la création de nouveaux revenus. Donc, et c'est ça l'innovation. Et ça, c'est vrai du Elle, ça doit être vrai de toutes les grandes marques que nous avons conservées, qui doivent accélérer sur ce chemin-là. Alors avant de se séparer, je voudrais qu'on fasse un exercice qui est un peu sioux, mais je voulais demander à Rolf ce qu'il irait bien piquer chez Denis Oliven, enfin dans son groupe, hein, s'entend. Qu'est-ce que tu irais chercher comme titre, comme activité, comme service, comme innovation chez Lagardère Active? C'est bon, tu as une baguette magique, tu fais ton marché. C'est une question facile. C'est une question facile, c'est Elle. Ah, Elle. Elle, oui. Donc Elle est toujours désirable, évidemment. Même question à Denis, mais inversée. Non, mais j'avais trouvé très bien, il en a parlé, ce qu'a fait l'ingéniosité avec laquelle vous avez acheté un URL très puissant, qui est une petite société d'ailleurs, qui était Programme TV, et par lequel vous avez développé de manière très forte sur le numérique votre offre de guide de télévision. Tout ça pour te dire que, même si on est parti un peu en retard dans cette bataille, on compte bien la livrer désormais activement. Vous le faites déjà. Ça me fait penser, vous savez, aux boxeurs qui se regardent comme ça. Je t'aurais. Alors, c'est aussi la question. C'était, est-ce que Denis, tu as une question à Rolf? Et Rolf, est-ce que tu as une question à Denis que j'ai évidemment oublié de poser? Qui commence? Non, moi j'avais une question parce que moi je suis frappé, même si avant d'arriver à la Lagardère Active, j'étais au Nouvel Obs, donc j'avais déjà goûté des délices de notre environnement français institutionnel. Mais à ta connaissance, toi qui as vécu ça dans d'autres pays, est-ce que notre environnement institutionnel, notre système de distribution, les rapports avec la Poste, le regard que portent sur nous les pouvoirs publics, enfin tout cet environnement qui est si favorable au moment où nous connaissons une immense transformation, cet environnement si accommodant qui va nous aider dans cette révolution, est-ce que c'est vrai seulement chez nous? Est-ce que c'est une idiosyncrasie française, une exception, sinon culturelle, du moins institutionnelle, ou est-ce que c'est vrai à peu près partout comme ça? Alors, il y a des différences par pays. Je pense qu'on peut dire, en général, on peut dire que les handicaps de l'économie française ou du marché français en général, c'est-à-dire les éléments qu'on critique qui rend plus difficile la compétitivité du pays, une surréglementation, une rigidité dans le droit de travail, par exemple. C'est pareil aussi pour le marché de la presse en France par rapport à d'autres marchés de presse dans d'autres pays. Du point de vue formel, exemple, si on veut faire une réorganisation, il faut tout de suite mettre dans les comptes qu'on va avoir 3 mois d'expertise économique, 3 mois d'expertise santé-hygiène, et peut-être entre les deux, on va avoir quelques réunions où c'est pas clair si on va voter ou pas dans le comité d'entreprise, et à la fin, vraiment, une année va se passer avant de pouvoir
introduire la nouvelle organisation qui est important pour l'avenir. Et dans ton pays d'origine, qui est l'inventeur de l'économie sociale de marché, qui a été l'un des grands pays sociaux-démocrates en Europe, c'est pas comme ça? Alors, moi je dirais, c'est un peu plus rapide et un peu moins, quand même un peu moins réglementé, sous la forme. Parce que je prends un autre exemple, les 35 heures. Un jour, j'ai une inspection de travail dans l'entreprise. Ils m'ont même appris que je n'avais pas le droit de définir moi-même les heures de repas et les heures de sommeil. Mais qu'il y avait une limite formelle à respecter pour tous, pour tout le monde, même pour les dirigeants. Donc, il y a, sous le point de vue formel, vraiment des limites assez rigides. Et si une partie insiste sur ces limites-là, là, on tombe dans des situations pas productif. Ce qui se passe très souvent, je trouve, c'est qu'en France, il y a, peut-être contrairement à ce qui pourrait être le préjugé, une flexibilité assez grande. J'ai trouvé dans les équipes de Prisma une plus grande flexibilité, par exemple, de celle que j'ai trouvée dans les équipes de la joint venture que j'avais en Italie. C'est une joint venture entre Groningar et Mondadori, quand j'étais gérant de la société italienne, et où, sur certains domaines, les rédacteurs étaient plus idéologique et beaucoup moins flexible en termes de changement de leur périmètre, de leur mode de fonctionner, etc. Et donc, je trouve énormément d'atouts de qualité, ici en France aussi, dans les équipes et dans l'entreprise, et un cadre réglementaire, effectivement, qui a, bien sûr, c'est légitime, je ne dis pas, il y a aussi des raisons pour, je ne vais pas dire que tout est idiot, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais qui, aujourd'hui, devrait quand même être vu. Bon, c'est jouable, c'est réformable, dit Rolf. Rolf, même exercice. Oui, alors je pense, Denis, j'aimerais simplement poser une question qui t'a été posée, je pense, très souvent déjà les derniers jours, mais qui est quand même la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire, est-ce que dans les années à venir, les 2-3 ans à venir, le groupe Lagardère va céder d'autres titres de presse magazine ? Si j'avais su, j'aurais dit que ce que je voulais te piquer tout à l'heure, c'était ton siège. Je m'attendais à ce qu'il la pose. Mais Denis, tu pourras lui reposer une question vache derrière, parce que c'est pas possible, ça. Vraiment. Non, mais je l'assume. Non, on a fait une analyse qui consistait à dire on est un grand groupe et on a des modes de fonctionnement, des coûts de structure qui ne peuvent être efficaces qu'avec d'énormes titres. Et donc, on a fait un choix. Et d'un côté, le fait d'avoir un portefeuille trop dispersé, j'ai dit tout à l'heure que 10 titres parmi nos 20 titres en dehors de Disney représentaient 10% de notre chiffre d'affaires. Donc d'avoir un portefeuille trop dispersé produisait des effets négatifs pour les gros titres parce qu'on se déconcentrait, mais produisait aussi des effets négatifs pour ces petits titres parce que finalement, ils n'étaient pas aussi bien traités qu'ils le méritaient. Et donc, c'était 2 fois inefficace. Voilà la raison pour laquelle on a choisi de se concentrer sur des titres qui sont tous énormes. Match, Elle, le JDD, Télé 7 jours, des titres qui sont d'énormes vaisseaux amiraux. Ce choix étant fait, c'est un choix qui est lié au fait qu'on croit très fortement à la capacité, sous réserve d'accomplir la révolution que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire de passer de titres de presse magazine à des titres dans l'univers ou l'écosystème nouveau, composé du papier, du numérique et du hors-média, sous réserve d'accomplir cette révolution avec tout ce qu'elle comporte, et c'est énorme, on ne l'a pas détaillé, mais c'est un changement radical pour l'ensemble des métiers et même pour notre fonctionnement, parce que ça suppose aussi beaucoup plus d'agilité, moins de hiérarchie, plus de responsabilité, plus d'innovation, plus de risques que nous n'en avions. Sous réserve d'accomplir cette révolution, nous croyons très fort au potentiel de ces marques, de ces titres, de ces magazines. Et donc, on va tout faire. Je le disais tout à l'heure, ça paraît étrange parce que c'est difficile ce qu'on fait. C'est difficile de se séparer de titres qu'on aime, qu'on a parfois créés, d'équipes qu'on respecte, qu'on aime aussi. Tout ça, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une part de lumière et d'enthousiasme dans l'œuvre que nous essayons d'accomplir.
c'est-à-dire de faire cette révolution des magazines. Donc, réponse à ta question, est-ce que nous serons encore présents dans ces magazines tels que ces magazines étaient hier? Certainement pas. Est-ce que nous espérons et comptons réinventer ces magazines et faire que ces contenus si singuliers, si brillants que nous produisons puissent continuer de prospérer, puissent trouver leurs lecteurs, puissent attirer des annonceurs à l'avenir parce qu'on aura su inventer la manière nouvelle de le faire? La réponse est oui. Donc c'est pas non, c'est pas ni, c'est non si on y arrive, quoi. Non, c'est on va y arriver et donc non. Super réponse. Okay. Ah oui. T'as une question vache à lui poser parce que il y est allé là. Hein? Non. Non. Bon, merci à tous les deux de vous être livrés à l'exercice. On va marquer une pause conséquente qui va vous permettre de réseauter. Denis Oliven, Rolf Heinz, une courte pause et on se retrouve pour les prix des magazines à 18h pétante. Merci messieurs, merci à vous.